Qui suis-je? Une femme? Un être avec 2 bras, 2 jambes, des cheveux blonds? Un hominidé bipède social et un peu étrange? Ça veut dire quoi concrètement tout ça? Être un humain? Au fin fond de mes cellules, il y a cette sorte de pelote, mes chromosomes, dont le fil entremêlé, l'ADN, peut être découpé en gènes. Eux, ce sont des sortes de recettes pour produire des protéines, les éléments de base du vivant. Et c'est là, bien profondément, que se trouve sûrement la réponse à ma question. Parce que ces gènes, ensemble, forment le génome, une liste ultra complexe qui fait de moi qui je suis. Tel le code d'un site web, le génome permet de voir réellement les dessous de la façade et comprendre pourquoi je suis moi. Depuis l'année passée seulement, le génome humain a été séquencé de A à Z. Ça veut dire qu'on a pu enfin, après de nombreuses années de travail, ouvrir l'ADN et mettre ce code entier sur papier. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit sur moi, sur la voisine du 3e étage et sur mon prof de danse? Qu'est-ce qu'il dit sur l'humain? Vous écoutez l'Uniscope, un podcast du magazine du campus de l'Université de Lausanne. Alors, regardons. A, C, G, T, G, C... Waouh! En fait, on se retrouve avec une liste de 6 milliards de lettres. Ça m'aide pas beaucoup. Mais je ne me décourage pas, parce que je connais quelqu'un qui, lui, sait lire cette suite de lettres étranges. Christophe Desimo est professeur au département de biologie computationnelle à l'Université de Lausanne et directeur de l'Institut suisse de bioinformatique. Et lui, il sait décrypter la langue du génome. Alors je lui ai demandé déjà, ça sert à quoi de lire le génome? Ça sert à plein de choses. Déjà, vu que ça encode toute l'information qui est nécessaire pour créer l'individu, on peut trouver toutes les informations, la base, disons, génétique qui explique non seulement la couleur de nos yeux et des cheveux, mais aussi des autres propriétés et aussi les maladies génétiques, aussi d'autres caractéristiques. Ça, c'est, disons, si on est centré sur le génome humain, mais vu qu'on a une origine commune avec tout le vivant, on peut aussi, en connaissant le génome d'autres espèces, on peut retracer l'évolution des espèces. Ensuite, il y a aussi des applications très pratiques de connaître le génome. Ça peut être intéressant de savoir quels variants on a dans quelle partie du génome, peut-être pour adapter certains traitements. C'est l'idée de la médecine personnalisée. Et puis au niveau de la recherche, c'est souvent employé aussi pour faire des protocoles de biologie moléculaire où le séquençage en fait est utilisé pour diagnostiquer par exemple quel gène est activé à quel moment du développement ou sous quelles conditions. Pour lire ce code, les scientifiques font un séquençage de génome qui consiste à reconstituer la séquence des nucléotides A, C, G et T qui forment l'ADN. L'ordre de ces lettres est très important parce que c'est lui qui est le support de l'information génétique. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est très grand, un génome. Il y a environ 3 milliards de ces bases en tout pour un jeu de 23 chromosomes. Donc en fait, c'est 6 milliards de lettres pour un individu diploïde, donc qui a 2 jeux de chromosomes. Et on ne peut pas les lire simplement d'un bout à l'autre. Pour lire, on emploie des séquenceurs qui vont lire seulement des petits bouts de ce génome. Généralement, ça se fait de façon assez aléatoire. C'est des petits bouts, typiquement peut-être de 100 à 150 caractères à la suite. Et puis ensuite, il faut utiliser des méthodes bioinformatiques pour reconstituer la séquence complète. Alors quand on a dû séquencer, par exemple, le premier génome humain, c'était un énorme effort qui a coûté plus d'1 milliard de francs, qui a demandé des années de travail. Il y avait peut-être vous vous souvenez, la compétition entre le privé et les consortiums publics. Et là, c'était particulièrement difficile puisqu'on avait peu d'idées en fait de quelle était cette séquence. Et donc, en théorie, on pourrait simplement regarder les parties qui se chevauchent et puis un peu comme un puzzle, simplement mettre bout à bout ces bouts de séquence. Mais, vous imaginez, pour mettre bout à bout, là, si on dit qu'il y a 6 milliards de bases et puis qu'on n'a que 150
lettres dans chacune des lectures, c'est vraiment un énorme puzzle. C'est un puzzle avec des centaines de millions de copies. Des fois, il y a des erreurs dans le séquençage. Et puis, surtout, le génome a plein de parties qui sont répétitives et qui sont très, très difficiles à assembler. On peut penser, c'est un peu comme les parties de ciel dans un puzzle où on voit que du bleu et puis c'est très, très difficile de savoir dans quel ordre il se retrouve, quelle est la longueur de cette partie qui est toute bleue, si j'ose dire. Et donc, les premiers efforts de séquençage étaient extrêmement difficiles. Mais aujourd'hui, on connaît relativement bien le schéma moyen d'un génome humain. Et donc, très souvent, ce qu'on peut faire, c'est qu'on prend un petit bout, puis on sait plus ou moins où est-ce qu'il pourrait se retrouver dans le génome. On peut le placer directement. C'est un peu comme si, on peut s'imaginer, là, maintenant qu'on l'a caractérisé, on peut avoir comme j'allais employer l'analogie du bottin téléphonique qui n'est plus du tout une bonne analogie pour la plupart des auditeurs, mais disons on a comme un index, on pourrait penser comme dans Google, où on va rechercher simplement directement où est-ce qu'on retrouve une certaine séquence, et puis ça, on peut le faire de façon beaucoup plus efficace aujourd'hui. Pièce par pièce, on peut donc faire ce puzzle aux 6 milliards de lettres. Et alors, il forme quelle image ce génome humain ? Alors, c'est une image qui... j'ai envie d'employer l'analogie du sommet, enfin qui est à gravir. D'une certaine manière, on le comprend beaucoup mieux qu'au début, mais il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas. Donc, imaginez-vous, vous avez simplement une suite de lettres A, T, C, G, des centaines de millions d'entre elles pour chaque chromosome. Maintenant, à quoi ça sert ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Là, on est vraiment encore... j'ai envie de dire, dans les balbutiements. Et donc, on a énormément encore de progrès à faire pour essayer de comprendre et de se faire une idée de qu'est-ce que ça veut dire. Donc, ce qu'on a d'abord découvert, qui était vraiment surprenant, c'était le nombre de gènes. Parce qu'on s'attendait à avoir beaucoup plus de gènes chez l'humain que, par exemple, dans une vulgaire bactérie. Puis, en fait, on n'en a que peut-être que 4 fois plus. Puis, on se dit, mais en fait, ces bactéries, elles sont unicellulaires, elles sont très très simples, elles n'ont même pas, par définition, elles n'ont même pas de noyau, elles sont au niveau, enfin même sous le microscope, elles sont beaucoup plus simples. C'est un peu vexant de savoir que nous, on n'a que 4 fois plus de gènes. Alors la complexité, elle se trouve aussi en partie ailleurs. Elle se trouve dans les régions non codantes qui régulent l'expression des gènes. Donc quand est-ce qu'un de ces gènes va être utilisé pour produire les protéines ? Mais ça, encore aujourd'hui, on découvre en fait chaque semaine, chaque mois, il y a des nouvelles découvertes de comment est-ce que cette régulation fonctionne, quel type d'éléments existent. Et puis le vivant est très divers et donc ce qui va être important dans certaines espèces ne le sont pas forcément dans d'autres, surtout quand on pense à l'échelle du vivant. Donc j'ai envie de dire, ça reste un livre très mystérieux, le génome, mais... Oui, on découvre certains aspects tous les jours. Aujourd'hui, dans ce génome, on peut lire entre les lignes le pourcentage de gènes qu'on a en commun avec d'autres espèces. Et c'est justement la spécialité du labo de Christophe Décimeaux. C'est peut-être les travaux pour lesquels on est les plus célèbres dans le labo, puisqu'on s'est intéressé à plein de questions biologiques, mais finalement, la question récurrente qui est sur toutes les lèvres, c'est le pourcentage de gènes qu'on a en commun avec la banane. Et en fait, on a été approché par des stations de télé britanniques qui avaient vu sur Internet des mèmes qui disaient qu'on avait 50% de notre ADN en commun avec les bananes et ils voulaient quand même vérifier cette information. Et étant donné que la spécialité du labo, c'est de chercher ces orthologues, donc ces séquences qui sont en commun à travers différentes espèces, on était particulièrement bien positionné pour essayer de répondre à cette question. Et puis, notamment Natasha Glover dans l'équipe, qui est vraiment une brillante scientifique, et aussi très curieuse par rapport aussi à ces questions aussi de société. Elle a vraiment fait une étude très poussée de la question. Elle a pondu un rapport de 10 pages aux journalistes pour vraiment attaquer cette question. Et puis alors, effectivement, là maintenant, je suis en mesure de dire avec confiance qu'il y a 25% des gènes chez l'homme et chez la banane pour lesquels on peut trouver avec conviction une séquence orthologue. Si on regarde le chimpanzé, par contraste, là, c'est 98%. Donc, bon, on est quand même plus proche des chimpanzés que de la banane, là, je vous rassure. Rassurant, c'est vrai. Même si l'idée d'avoir des gènes en commun avec la banane me plaît bien. Mais ça veut dire quoi concrètement ?
25%, 98%. C'est pour ça que le rapport faisait 10 pages. C'est que ça semble être une question toute simple. Et puis en fait, surtout quand on parle de pourcentage, il faut toujours se poser la question, okay, c'est quoi le nominateur, c'est quoi le dénominateur, de quoi est-ce qu'on parle? D'un côté, on pourrait peut-être dire, ouais, mais en fait, on a tous des ACTG, on a dit c'est de l'ADN, on est 100% commun. Et puis à l'autre extrême, on pourrait dire, entre un frère et sœur, on dit qu'il y a 50% des gènes qui sont en commun en moyenne. Il n'y a que 50%. Pourquoi on parlait de 25% de la banane? Donc est-ce que c'est comme un cousin? Et donc c'est très important de bien définir ce dont on parle. Aussi, juste pour montrer vraiment la complexité de la question, c'est qu'on a aussi des parties du génome qui s'amplifient, où on a un nombre de copies qui varie. D'ailleurs, c'est tout la base de ces tests d'ADN qui sont employés vous savez, pour les applications forensiques, où on peut regarder en fait le nombre de répétitions sur certaines parties du génome, et puis leur combinaison elle peut être très caractéristique et incriminer certaines personnes. Mais ça veut dire, donc, si on a une copie et deux copies, c'est quoi le pourcentage qu'on a en commun? On pourrait dire la copie, l'unité elle-même, elle est 100% conservée, mais en fait, si on a deux copies, c'est peut-être qu'on a que 50% en fait qui est directement commun. Donc vous voyez que c'est très délicat. Donc nous, on a choisi d'être très précis et de se baser sur le nombre de gènes qu'on peut retracer à notre ancêtre commun. Et on arrive à 25%. Maintenant, peut-être qu'on en a plus qui ont une origine commune, mais on n'arrive plus à les détecter parce que les séquences ont trop évolué et puis on n'arrive plus à les reconnaître comme étant correspondantes. Donc c'est une estimation, mais ça montre quand même qu'il y a une partie non négligeable de notre génome qui existait déjà dans l'ancêtre commun entre l'homme et la banane et qui fait plus ou moins la même chose qu'à cette époque. En fait, en discutant avec Christophe Décimeaux, je me rends compte que dans ce code, il n'y a pas seulement la recette pour faire de moi la personne que je suis, mais aussi une véritable machine à voyager dans le temps. Parmi ces lettres A, C, G, T qui paraissent à première vue très chaotiques, il y a toute l'histoire de notre évolution. Pour faire ce bond dans le passé, il suffit de comparer les similarités et différences entre les espèces. Parce que plus le temps passe, plus il y a de mutations de gènes, et donc moins les codes se ressemblent. En comparant nos gènes avec ceux des chimpanzés par exemple, on remonte 6,5 millions d'années, date à laquelle notre ancêtre commun profitait de sa vie sur Terre. Certains scientifiques ont même remonté le temps jusqu'à l'ancêtre commun entre l'humain et la levure. Il y a une étude, alors je dis ça fait une dizaine d'années déjà, mais qui était vraiment absolument fascinante, où des chercheurs ont d'abord cherché les gènes correspondants entre la levure et l'homme. Alors ça, c'est un processus, on le connaît très bien d'ailleurs dans mon laboratoire, on les appelle les orthologues, ces séquences correspondantes, et donc c'est les gènes qui sont directement descendus du même gène dans l'ancêtre commun. Et donc on peut s'imaginer, c'est un peu, pour l'analogie avec des voitures, on pourrait dire c'est le phare avant gauche sur une Toyota et puis le phare avant gauche sur une Citroën, parce que les deux seraient dérivés en fait de la même conception d'une voiture. Et donc, ça c'est déjà de savoir quelles sont les séquences correspondantes, mais ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont focalisés sur les gènes de la levure, donc pour lesquels on avait des orthologues humains, c'est peut-être 1 millier de gènes, et ils sont focalisés sur ceux qui sont essentiels pour la survie de la levure. Donc sans ce gène, la levure ne survit pas. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont désactivés avec le génie génétique dans la levure, et ils ont inséré le gène humain, et dans la moitié des cas, ça a permis à la levure quand même de survivre. Donc la séquence humaine avait exactement la même fonction cellulaire que dans la levure, malgré le fait que ça fait 1 milliard d'années qu'on a commencé à diverger. Donc si notre ancêtre commun c'était il y a 1 milliard d'années, en fait ça veut dire qu'il y a 2 milliards d'évolutions de part et d'autre en tout, et malgré tout, certains processus fondamentaux dans la cellule, tels que la lecture de l'ADN, tels que la dégradation de certaines protéines, ils n'ont pas changé. Et s'ils avaient changé, sûrement que ces organismes n'auraient pas survécu. Et donc, du coup, il y a une énorme pression évolutive pour maintenir ces fonctions de base en utilisant non seulement les mêmes idées, mais en fait vraiment les mêmes recettes.
En remontant le temps comme ça, on peut recréer et sans cesse réajuster l'arbre de la vie. Comme un arbre généalogique, mais avec les espèces. On peut y voir quand vivaient nos ancêtres communs et quel est le degré de proximité que j'ai avec l'éléphant, le chat ou la plante sur mon balcon. Aujourd'hui, les définitions en fait, d'espèces, de familles, enfin, même le règne animal, végétal, etc., enfin, toute la classification, la taxonomie des espèces a été en fait, redéfinie en grande partie sur la base des informations moléculaires qu'on a pu observer. Et donc, bon, généralement, ça corrèle assez bien. Ce que les naturalistes avaient défini comme primates, il s'avère qu'effectivement, au niveau du génome, cette proximité se reflète. Mais il y a quand même des surprises. Il y a eu beaucoup de parties de l'arbre du vivant qui ont dû être redéfinies avec les informations moléculaires. Et il y a certaines parties qui restent encore extrêmement difficiles à résoudre avec ces données parce qu'il y a plein de phénomènes quand même qui vont compliquer les choses. Et généralement, ce n'est pas toujours le cas que les individus se reproduisent au sein de la même espèce. On le sait peut-être avec l'histoire humaine un peu plus récente, avec l'homme de Néandertal, de Denisovan, où on a plus de séquences anciennes, qu'on se rend compte que cette histoire, elle est complexe, et puis qu'il y a eu non seulement des fois des divergences, ce qu'on pourrait s'attendre quand on pense à l'arbre de la vie, mais aussi des fois des introgressions de gènes, des mélanges. C'est une histoire qui est compliquée. Ce qui nous intéresse généralement, c'est plutôt les mutations qui vont être conservées, donc qui vont être fixées dans la population, et puis ça va dépendre, alors, soit si c'est dans des régions qui ne sont pas du tout importantes au niveau biologique. On pense qu'il y en a pas une grande partie du génome humain, encore aujourd'hui, on pense, n'a aucune fonction. C'est juste, ça a été accumulé, en fait, juste un peu par hasard. Il y a des petits bouts. On ne pense pas qu'il y ait une fonction biologique. Et là, ces petits bouts, s'il y a une mutation, elle va peut-être rester, elle va peut-être être, on dit, fixée dans la population parce qu'elle se retrouve dans des individus qui se sont reproduits, ou bien elle va disparaître, mais là, on peut dire qu'elle évolue de façon libre, ou au contraire, alors c'est une mutation qui est dans une région qui est importante, peut-être ces processus cellulaires fondamentaux qu'on a conservés entre la levure et l'homme, et là, à ce moment-là, il n'y a aucun de ces individus qui va pouvoir tolérer ce changement, et donc cette séquence ne va pratiquement jamais changer. En fait, il y a eu des mutations, mais elles sont invisibles quand on observe les données, puisque elles ont été nettoyées par la sélection. Et puis bon, pour être complet, des fois, on voit aussi une accélération. Il y a certaines régions où on a plus de changements qu'attendu parce qu'elles étaient cruciales pour s'adapter à un nouvel environnement. Elles ont conféré un avantage. Souvent, c'est limité dans le temps, mais jusqu'à ce qu'elles soient vraiment établies. Et puis ça, c'est très excitant pour les biologistes parce que ça révèle potentiellement les régions qui ont été déterminantes, par exemple, pour les Tibétains de s'adapter au plateau d'altitude où il y a peu d'oxygène. Et donc, ça nous donne une idée aussi, encore une fois, des mécanismes biologiques qui sont sous-jacents. Donc, cette machine à remonter le temps, elle permet pas seulement de définir les espèces, mais aussi de comprendre l'environnement dans lequel elles ont évolué. Parce que mon ADN est différent d'une femme tibétaine qui a grandi en altitude depuis des générations. Et ça, on peut le lire dans nos codes génétiques. Ça, c'est une des premières choses que, quand on a commencé à séquencer des humains, qu'on a essayé de chercher, par exemple, aussi de se poser la question, est-ce que les Tibétains et les Andéens se sont adaptés de la même manière? Et en fait, il s'avère qu'ils se sont adaptés de manière différente. Moi, je ne connais pas tous ces résultats par cœur, mais on pourrait imaginer qu'on a la molécule d'hémoglobine dans le sang, donc qui va porter l'oxygène, qui est surexprimé dans un cas. Et puis dans l'autre cas, peut-être, c'est plutôt les propriétés de l'hémoglobine de s'attacher à l'oxygène qui est un petit peu différente, ou bien ça peut être d'autres processus qui s'adaptent pour peut-être avoir besoin d'un peu moins d'oxygène. Il y a plein de façons de s'adapter, et puis chaque population là nous donne un scénario différent, et dans certains cas, peut-être qu'on peut voir qu'ils ont des similitudes dans leur adaptation. Et ça, maintenant, avec la multiplicité des génomes, à travers le vivant, il y a plein d'études qui essaient de regarder comment certaines espèces s'adaptent à une vie dans le désert, ou bien la transition de vivre dans l'eau sur Terre, la terrestrialisation, comment ça s'est passé. Et
c'est aussi particulièrement intéressant maintenant dans le contexte du changement climatique, puisque ça donne aussi un peu des exemples du type d'adaptation qu'il faudrait avoir dans le futur. Donc le génome, c'est aussi une machine qui permettrait de voyager dans le futur. Oui, effectivement. Donc ça, c'est un premier exemple, c'est que ça nous donne un peu des scénarios, ça nous donne des exemples d'adaptation. Donc on peut apprendre un petit peu comme des historiens font un peu le bilan pour peut-être aussi prédire certains phénomènes sociétaux. Mais ça permet par exemple de caractériser le taux d'évolution de certaines parties du génome, donc qui seront aussi sûrement des bonnes prédictions pour le futur. Aussi, je pense, ce qu'on voit, c'est l'importance de certains facteurs pour l'évolution des génomes. On peut voir par exemple effectivement est-ce que c'est l'environnement qui est important ou bien peut-être les interactions avec d'autres espèces, avec les prédateurs, avec les pathogènes. Et donc ces interactions, elles sont aussi importantes pour prédire le futur. Et puis ensuite, de façon très spécifique, et ça l'était en particulier là, dans l'étude sur les primates qui est sorti la semaine passée. Il y a tout un article qui est pour prédire l'impact de certains variants chez l'homme, de savoir est-ce qu'elles ont des conséquences néfastes au niveau clinique ou pas, puisqu'on sait qu'entre chaque individu est différent, à part les vrais jumeaux. Mais sinon, on a tous des millions de positions dans le génome qui tendent à être caractéristiques. Et la plupart de ces changements n'ont aucune conséquence néfaste, mais cependant, il y en a certains qui peuvent avoir des conséquences désastreuses. On connaît les maladies génétiques. Des fois, c'est plus subtil, c'est la combinaison de certains variants qui peuvent être néfastes. Et le fait de connaître ces variants parmi plein d'autres primates peuvent aussi nous informer sur le risque qu'un certain variant pourrait avoir chez l'humain. Et si c'est par exemple un variant, donc disons un C à une position donnée qui se retrouve dans le gène correspondant, dans l'orthologue correspondant dans d'autres primates, c'est plutôt rassurant puisque c'est un signe que c'est un changement qui est toléré dans des organismes qui sont biologiquement finalement très proches. Et donc ça va rassurer le clinicien et donc d'une certaine manière c'est aussi une façon de faire des prédictions par rapport à quelles sont les positions qui peuvent être vraiment problématiques. Ce code génétique forme donc un immense puzzle en 4 dimensions. Il montre qui je suis maintenant, mais ne se restreint pas seulement à la couleur de mes cheveux ou de mes yeux. Il décrit aussi ce qui se cache en moi sans s'exprimer, ou la fonction de mes protéines. Il permet aussi de faire un immense bond dans le passé en visualisant à quoi ressemblaient mes ancêtres il y a des millions d'années et donne des prédictions pour le futur. Le travail des bioinformaticiens et bioinformaticiennes dans ce domaine est de rendre cette image un peu plus claire en analysant toutes les pièces du grand puzzle. On a un projet, on essaie de reconstruire l'ancêtre commun de tous les animaux. Et ça, c'est vraiment une question fascinante parce que on voit en fait que il y a cette diversité énorme, mais il y a plein de questions, par exemple, à l'apparition du système nerveux, de l'apparition aussi, de la multicellularité. Mais ça reste quand même très, très difficile d'avoir une idée claire de ce qui s'est passé. Quelles étaient les propriétés biologiques de cet organisme qui vivait il y a 1 milliard d'années, plus d'1 milliard. Mais en fait, pour la première fois, vraiment avec toutes les informations, tous ces génomes qu'on a, ces milliers de génomes, et en fait, il y a des efforts aujourd'hui pour séquencer pratiquement tout ce qui bouge et tout ce qui ne bouge pas. Et donc, d'ici 10, 15 ans, on pourrait s'attendre à avoir vraiment des centaines de millions de ces génomes à travers tout le vivant. Ils arrivent en paquets de 200, 300. Là, aujourd'hui, je pense que dans 2-3 ans, ils viendront en paquet de 1000. À l'échelle de quelques années, on va, je pense, avoir une idée beaucoup plus nette de cet ancêtre commun. Et donc, c'est un peu de la paléontologie moléculaire, mais il faut s'imaginer, c'est un petit peu, ça me fait penser à ces films justement où on peut zoomer sur une partie de l'image et puis on a de plus en plus de détails. Alors ça paraît être un peu frauduleux dans les films, mais en fait, si on s'imagine qu'on a de plus en plus de données pour caractériser un ancêtre commun qui est le dénominateur commun,
c'est pas si absurde de penser que ces informations supplémentaires vont nous permettre d'avoir un portrait moléculaire et biologique beaucoup plus clair. Et donc, on y travaille avec des collègues du département de biologie computationnelle à l'UNIL, le Poly à Zurich, et puis des collègues à Barcelone pour attaquer cette question. Et c'est extrêmement excitant. Aujourd'hui, le code génétique de plus en plus d'espèces est séquencé et le temps nécessaire pour le faire raccourci. Ça représente une quantité énorme de données à analyser pour les scientifiques et, on l'espère, encore de nombreux trésors cachés à déterrer. Vous venez d'écouter un épisode de l'Uniscope imaginé et réalisé par Marion Devevey. Au bout du micro, merci pour l'éclairage génomique de Christophe Desimo, professeur au département de biologie computationnelle à l'Université de Lausanne et directeur de l'Institut suisse de bioinformatique.